Dans un hôpital, un infirmier à l'esprit malade commet crime sur crime. Son mode opératoire rend ses meurtres indétectables. Mais quand un journaliste s'en mêle, il découvre un monstre et l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire américaine. « 7 mars 1987. L'hôpital Drake, à Cincinnati, dans l'Ohio. L'un des plus grands services de traumatologie de la ville. Son personnel médical soigne chaque année des milliers de patients dans un état critique. Mais tous ne s'en sortent pas. Dans le pavillon C300, des infirmiers s'occupent du corps d'un patient récemment décédé, John Powell. Il est mort 8 mois après avoir été gravement blessé dans un accident de moto. Rien ne laisse supposer un acte criminel. John Powell est entre la vie et la mort depuis des mois. Mais comme le sait le procureur adjoint Joe Dieters, la loi exige que toutes les victimes d'accidents de la route fassent l'objet d'une autopsie. John était à Drake. On ne s'attendait pas à ce qu'il survive, mais on devait faire une autopsie, car il était mort dans un accident de moto. Une mort fortuite. Le personnel ne se doute pas que cette procédure de routine va donner lieu à des conclusions étonnantes et révéler qu'une personne au sein même de l'hôpital commet l'inimaginable. Le lendemain de la mort de John Powell, le médecin légiste du comté de Hamilton commence l'autopsie. Il extrait tous les organes pour les analyser. Il ouvre l'estomac pour examiner son contenu. C'est alors qu'il est dérangé par une odeur puissante et caractéristique d'amandes grillées. D'après les statistiques, 15% des gens détectent cette odeur. Bien sûr, tout le monde s'écarte, car elle est extrêmement toxique. Le médecin légiste l'identifie immédiatement. Elle indique la présence de l'un des poisons les plus mortels pour l'homme. Du cyanure. Il empêche le cerveau et le cœur d'être alimentés en oxygène. L'organisme cesse de fonctionner et la mort est instantanée. Une question se pose. Pourquoi l'estomac d'un patient est-il rempli de cette substance mortelle? Une seule réponse s'impose. Il s'agit d'un acte criminel. Le médecin légiste fait analyser des échantillons de tissus prélevés sur les organes. Tous contiennent des traces de la toxine mortelle. Cela ne fait aucun doute. Le médecin légiste indique que la cause de la mort est un homicide par empoisonnement au cyanure. Mais qui aurait tué John Powell? Et surtout, pourquoi? Les inspecteurs de la brigade criminelle arrivent à Drake et commencent à interroger le personnel de l'hôpital et les proches de la victime. Mais les interrogatoires ne donnent rien. Les enquêteurs passent à la vitesse supérieure. Ils exigent que tous les membres du personnel soient soumis au détecteur de mensonges. Tous acceptent sauf un infirmier du nom de Donald Harvey. Pat Minarcine, alors journaliste à la télévision régionale, s'en souvient. Au premier abord, Donald Harvey semble être un infirmier dévoué à ses patients et travaille dans des conditions difficiles. Quand je l'ai rencontré, il travaillait en tant qu'infirmier depuis 17 ou 18 ans.
Être infirmier dans un service de soins intensifs, comme celui de l'hôpital Drake à l'époque, ça veut dire nourrir des patients inconscients, vider leurs bassines, changer leurs tubes d'alimentation. Quel travail horrible, quand on doit faire ça tous les jours de l'année. Mais quand les enquêteurs interrogent le personnel au sujet de Donald Harvey, ils découvrent que le bien-être des patients n'est peut-être pas sa priorité. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de marginal, enclin à des comportements inhabituels. Certains le surnomment en plaisantant l'ange de la mort, en raison du nombre de malades décédés pendant sa garde. D'autres l'ont vu se comporter de façon étrange au chevet de certains patients. Un assassin potentiel a une excellente raison de vouloir opérer en milieu hospitalier. Il est camouflé. Il travaille dans un milieu où les gens peuvent mourir à tout moment, tôt ou tard, et il peut agir en toute impunité. Les enquêteurs veulent interroger Harvey sur le champ. Quelques jours plus tard, ils viennent le chercher. Ils demandent au suspect de détailler ses activités le jour de la mort de John Powell. Mais l'infirmier ne leur apprend rien. Les inspecteurs ne renoncent pas et dissèquent ses déclarations. Les heures passent. Alors qu'il s'apprête à mettre un terme à l'interrogatoire, le suspect fait une déclaration fracassante. Il avoue le meurtre de John Powell. D'un ton très neutre, on aurait dit qu'il décrivait un match de foot. D'après Donald Harvey, tuer cet homme déjà très malade était un jeu d'enfant. Il raconte avoir mélangé du cyanure et du sérum physiologique dans son appartement. Le lendemain, pendant sa garde, il aurait simplement injecté la solution mortelle au patient avant de quitter sa chambre. L'infirmier semble fier de ses actes. Pour les enquêteurs, son arrogance est grotesque. Mais pour le psychocriminologue David Holmes, c'est l'attitude caractéristique d'un assassin détaché et sans pitié. Quand Donald Harvey a été interrogé par la police, il était évident qu'il allait devoir avouer son crime. Mais il s'en est vanté. Certains meurtriers ont besoin d'être fiers. Ils veulent que l'on comprenne à quel point ils sont doués pour tuer. Et il ne faisait pas exception. 6 avril 1987. Les procureurs de Cincinnati inculpent Donald Harvey pour le meurtre de John Powell. Pour sa défense, il déclare avoir agi par compassion, pour abréger les souffrances atroces du patient. Mais cet argument apparaît vite comme construit de toutes pièces. Cet homme avait travaillé toute sa vie comme infirmier. Pourquoi aurait-il soudain décidé, à 36 ans, après 18 ans de métier, de tuer quelqu'un par compassion? Ce n'était pas logique. En creusant cette affaire, le journaliste va découvrir des preuves accablantes. John Powell n'est sans doute pas la première victime de Donald Harvey. Mais alors, combien de patients aurait-il assassiné? La course contre la montre est lancée pour dévoiler l'ampleur de ses crimes et le conduire devant la justice. Il était déjà inculpé pour John Powell. Dans le cas d'un deuxième meurtre, il était bon pour la peine de mort. Avril 1987. Les inspecteurs de Cincinnati tentent d'établir le profil du meurtrier, l'infirmier Donald Harvey. Ils découvrent rapidement un jeune homme perturbé, à l'enfance difficile.
Harvey est né dans le Kentucky. Il est l'aîné d'une famille de 3 enfants. Sa vie tourne vite au cauchemar. Il subit des violences psychologiques, notamment de la part d'un membre de sa famille. Ne va pas pleurnicher auprès de ta mère comme hier soir. Il a eu une enfance terriblement chaotique. Il a été pris comme souffre-douleur par son oncle et un ami de celui-ci. Ils ont brisé cet enfant 1 million de fois en 1000 morceaux. Cette expérience a un profond impact sur la construction de sa personnalité. Les violences qu'il a subies l'ont conduit à en comprendre les mécanismes. Il savait comment un individu pouvait en torturer un autre, comment avoir le pouvoir absolu sur quelqu'un. Je vais te donner des raisons de pleurer, moi. Pour survivre à cela, il faut devenir l'oppresseur. Sinon, on reste toujours la victime opprimée. Malgré son enfance traumatisante, Donald Harvey fait une scolarité brillante. Ses enseignants et camarades de classe se souviennent d'un adolescent doué et intelligent. Il s'intéresse de près aux professions médicales et il obtient rapidement une place dans un hôpital du Kentucky. Pendant 16 ans, il travaille comme infirmier dans le Kentucky et l'Ohio, avant d'être engagé à 33 ans à l'hôpital Drake Memorial. Au travail, Donald Harvey est un infirmier dévoué à ses patients. Mais une enquête sur sa vie privée va le révéler sous un tout autre jour. Avril 1987. La police de Cincinnati passe au peigne fin la maison de Donald Harvey. Les inspecteurs découvrent des flacons entiers de cyanure et d'arsenic, ainsi que du matériel utilisé pour des rituels occultes. La police a été très surprise de découvrir que sa maison était un repère de magie noire, truffé d'objets de mort. On ne voit ça que dans les films d'horreur. Et ce n'est pas tout. Derrière un cadre, les policiers découvrent un journal intime. À l'intérieur, le récit circonstancié du meurtre de John Powell. Beaucoup de tueurs en série ont la bêtise de conserver des traces, des objets, des notes, et parfois même le récit détaillé de ce qu'ils ont fait. D'une certaine manière, ils sont fiers de leurs crimes. Alors ils veulent se les remémorer, les relire, revivre ces expériences. Tout cela a de la valeur pour eux, comme s'ils y prenaient du plaisir. Donald Harvey n'était pas différent et c'en était la preuve. Mais le journal ne relate pas simplement le meurtre de John Powell. Il contient également des dizaines de noms d'hommes et de femmes, et le récit de leur mort par empoisonnement ou asphyxie. Mais comment interpréter les écrits de ce journal? S'agit-il bien des agissements d'un tueur en série ou simplement du fruit de ses fantasmes? Les preuves retrouvées à son domicile indiquent qu'une enquête pour de multiples meurtres doit être ouverte. Mais le médecin légiste du comté n'est pas de cet avis. Il est convaincu que l'infirmier a tué ses victimes avec du cyanure, qui devient indétectable une fois le corps préparé pour l'inhumation. On travaillait alors avec un légiste aux opinions très arrêtées, Frank Cleveland. Pour je ne sais quelle raison, ça ne l'intéressait pas d'enquêter sur d'autres meurtres potentiels. Il disait que si Donald Harvey avait utilisé du cyanure et que les victimes avaient été embaumées, on n'en trouverait jamais la trace. C'était de l'argent perdu. Vous regardez WCPO sur Channel 9, les informations de 18h avec Pat Minarsin. Nous venons enfin d'apprendre que depuis l'arrestation de Donald Harvey, officiellement, la police et les procureurs de Cincinnati le tiennent responsable d'un seul meurtre. Mais les journalistes sont loin d'en être convaincus. À la fin de son reportage, j'ai demandé à la journaliste si les autorités le soupçonnaient d'avoir tué quelqu'un d'autre. Elle m'a répondu que non, que la police pensait qu'il avait agi par compassion et que c'était un acte isolé.
L'affaire était close. Pour Pat Minarsin, la version officielle ne tient pas la route. Certaines choses n'étaient pas logiques. Je n'irai pas jusqu'à dire que je passais de longues heures à me demander si Donald Harvey avait fait d'autres victimes, mais quelque chose me dérangeait. Et il n'est pas le seul à être perplexe. Le 10 avril, le journaliste reçoit un appel d'une employée de l'hôpital. Elle m'a dit, « Vous avez fait un reportage il y a quelques jours sur un aide-soignant qui aurait tué un certain John Powell. Il est possible qu'il y en ait eu d'autres. Vous devez creuser davantage. » Je me souviens de m'être reculé sur ma chaise et de lui avoir demandé ce qui lui faisait penser ça. Écoutez, c'est vous le journaliste. Je ne suis qu'une employée. C'est à vous de vous occuper de ça. Je risque de perdre mon travail. Ils nous ont dit que si on parlait, on serait renvoyé. Pat Minarsin décide d'intervenir. Il convainc 5 infirmiers du Drake Memorial de le rencontrer. Tous lui font un incroyable aveu. Ils pensent que Donald Harvey est responsable de nombreux décès à l'hôpital. Et ils commencent à donner les noms des victimes présumées. La vérité se déroule toujours petit à petit. Lors de notre premier entretien, le vendredi soir, une infirmière m'a donné, je ne sais plus, peut-être 8 ou 9 noms. Lors de notre deuxième entretien, le chiffre est monté à 13. Je m'en souviens, 13. Une fois les entretiens terminés, Pat Minarsin détient une liste de 33 morts suspectes. Il paraît désormais évident que si Donald Harvey en est l'auteur, il a pris garde d'effacer les preuves. Il agissait presque toujours à la fin de son service. Puis il s'en allait. Ce n'était jamais lui qui les trouvait morts. Il laissait ça à quelqu'un d'autre. Il était très méticuleux et impeccable dans son mode opératoire. Les informations récoltées par Pat Minarsin laissent à penser que Donald Harvey est un tueur en série. Mais pour en être certain, il lui faut des preuves. Il épluche alors les dossiers de tous les patients à la recherche d'indices. Et il découvre vite les noms communiqués par les infirmiers. Quelqu'un dans mon équipe a réussi à nous trouver les certificats de décès. Les noms collaient, le jour de la mort, le lieu, tout concordait. Le journaliste recoupe ces informations avec les jours de garde de Donald Harvey dans le pavillon C300 de l'hôpital Drake. Et il découvre un lien troublant. Je voyais que tout collait. Et tout à coup, je me disais, il y en a un autre. Si je suis sa logique, il doit y en avoir un autre. Il y en a un autre ici. C'est pas possible. À chaque étape, je trouvais de nouvelles preuves. Et je me disais, c'est possible, peut-être. À aucun moment, je n'ai trouvé de preuves qui m'indiquaient que je divaguais complètement, moi ou les infirmiers. Il est possible que le lien entre les gardes de Donald Harvey et les décès ne soit que pure coïncidence. Mais lorsque Pat Minarsin examine les gardes effectués par l'infirmier dans d'autres unités, cette fois, cela ne fait plus aucun doute. Le registre des gardes montrait qu'il avait été provisoirement déplacé de temps à autre au sein de l'hôpital. Et tout à coup, un nom apparaissait dans cette unité, et je comparais avec le registre. Il travaillait dans cette unité au même moment. Quand ce patient était mort, Donald Harvey y était. Les statistiques établies par le journaliste sont accablantes. Pendant les 12 mois qui ont précédé l'arrivée de l'infirmier au pavillon C300, 13 patients sont morts. Les 12 mois qui ont suivi son arrivée, 34 patients sont décédés alors qu'ils étaient sous sa surveillance. La probabilité mathématique d'une mort pendant sa garde était astronomique. Et ça se reproduisait, encore et encore. C'est là que j'ai compris, c'est vrai. Il l'avait fait, c'était vrai.
Malgré les statistiques qui désignent Harvey comme un tueur en série, Pat Minarsin n'a ni arme du crime, ni témoin pour corroborer ses hypothèses. Il doit aborder le problème sous un autre angle. Il appelle l'avocat de l'accusé, maître William Whelan, et lui pose une question sans détour. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais je prépare un nouveau sujet et je dois vous demander s'il est possible que votre client ait tué d'autres patients. Il m'a pris pour un fou. Il n'en savait rien du tout. Ça ne lui avait pas traversé l'esprit. Choqué, l'avocat décide de poser la question à Donald Harvey les yeux dans les yeux. Il lui demande s'il a tué plus d'une personne. Son client répond simplement « Oui ». L'avocat est horrifié. Il ne doit plus défendre un infirmier accusé d'avoir abrégé les souffrances d'un homme. Il doit maintenant défendre un tueur en série. Personne dans l'Ohio n'a été exécuté depuis près de 25 ans. Cette fois, c'est sans appel. Donald Harvey est le prochain candidat à la chaise électrique. Avril 1987. Cincinnati, dans l'Ohio. Donald Harvey a avoué à son avocat le meurtre d'une dizaine de patients sur une période de 18 ans. Les procureurs n'ont de preuves que pour un seul de ces homicides. Celui d'un accidenté de la route, John Powell. Mais s'ils trouvent les preuves d'un autre meurtre, Donald Harvey pourrait être condamné à mort. L'infirmier supplie son avocat, William Whelan, de l'aider à échapper à la chaise électrique. Maintenant qu'il était en garde à vue, il ne voulait pas être victime de la pire forme d'oppression qui soit, la chaise électrique. Il aurait préféré se donner la mort pour conserver le contrôle de sa propre vie. Le devoir d'un avocat de la défense est de tout faire pour sauver son client. William Whelan ne voit qu'une solution. Il élabore un plan audacieux. Il appelle le journaliste Pat Minarsin. Il m'a dit, je ne peux pas trahir le secret professionnel, mais je peux vous dire de continuer à creuser. C'était comme si on me le livrait sur un plateau. Il me disait que je ne perdais pas mon temps, que je tenais quelque chose et qu'il fallait que je continue de chercher. Il est à deux doigts de révéler au public que Donald Harvey est un tueur en série. Mais il ignore que William Whelan compte se servir de son enquête pour sauver son client de l'exécution. Nous avions des objectifs opposés. Le mien était de démasquer un tueur en série. Celui de William était de négocier la meilleure peine possible pour son client. Comme le veut le système judiciaire américain, Donald Harvey a eu droit à la meilleure défense possible. Le plan de l'avocat est simple. Si le journaliste révèle publiquement la responsabilité de l'infirmier dans d'autres morts suspectes, les procureurs seront contraints d'accepter de négocier une remise de peine. En échange, M. Harvey devra raconter ses crimes dans les moindres détails. « 23 juin 1987. Vous regardez WCPO sur Channel 9, les informations de 18h avec Pat Minarsin. Ce soir, un reportage spécial après 2 mois et demi d'enquête de Channel 9 sur plusieurs morts suspectes à l'hôpital Drake Memorial. Pat Minarsin rend public les conclusions de son enquête. Les preuves seraient suffisantes pour ouvrir les cercueils et exhumer les corps. Ces révélations font sensation. Ça a eu l'effet d'une bombe. Cincinnati est une ville bien tranquille et ses habitants n'arrivaient pas à croire que de telles horreurs s'étaient produites dans leur ville. Pat Minarsin et ses donneurs d'alerte viennent enfin de soulever la question publiquement. La mort de John Powell est-elle un crime isolé ou la police a-t-elle, sans le savoir,
un tueur en série sous les verrous. Les procureurs du comté sont furieux. Ces journalistes avaient perdu la tête. Je n'arrivais pas à croire qu'ils venaient d'accuser un homme d'avoir tué 33 personnes. J'ai appelé mon chef et je lui ai dit « Channel 9 vient d'accuser ce type d'avoir tué 33 personnes. Ces journalistes sont dans le pétrin. » Ils n'avaient aucune preuve de ce qu'ils avançaient. Tout ce qu'ils avaient vu, c'est que plusieurs patients étaient morts. Ils les avaient additionnés et trouvé 33 victimes. Sérieusement. Pourtant, Pat Minarsin maintient ses accusations. Certains procureurs étaient furieux contre moi. Ils disaient que je faisais obstruction à la justice. Non, ceux qui faisaient obstruction à la justice, c'étaient les idiots qui refusaient d'enquêter et menaçaient les infirmiers de les renvoyer s'ils disaient la vérité. Maintenant que la vérité a éclaté au grand jour, l'avocat William Whelan met son plan à exécution pour tenter de sauver la vie de son client. Trois jours après la diffusion de ce reportage, l'avocat de Donald Harvey est venu nous voir. Il a dit « Mon client a tué beaucoup de gens à l'hôpital Drake. Et il est prêt à vous raconter exactement ce qu'il a fait. Mais vous ne devez pas demander la peine de mort. Il est prêt à passer sa vie en prison. » William Whelan prend un risque considérable. Bien que Donald Harvey soit prêt à avouer tous ses crimes, si les procureurs trouvent des preuves concrètes d'un seul meurtre supplémentaire, ils le condamneront très probablement à la chaise électrique. Nous avions un dilemme. Accepter que Donald Harvey avoue ses meurtres et le condamner à la prison à vie, ou essayer de trouver les preuves d'un autre meurtre. J'étais convaincu que je pouvais trouver ces preuves et je ne voulais pas négocier avec l'accusé. Il devait être condamné à la peine de mort. S'il avait vraiment tué des dizaines de personnes, il ne méritait pas de vivre. Mais John Dieters n'obtient pas gain de cause. Les procureurs du comté décrètent qu'une peine de prison à vie en échange des aveux complets de Harvey suffira à apaiser les familles des victimes. Le plan ambitieux de William Whelan a porté ses fruits. Le décor est posé. L'infirmier peut désormais faire le récit détaillé de ses crimes, l'un des plus glaçants de l'histoire criminelle des États-Unis. « 9 juillet 1987. Le procureur, Joe Dieters, rencontre Donald Harvey et son avocat, William Whelan. L'infirmier commence à dérouler calmement la liste de ses crimes. Et il avoue le meurtre de dizaines de patients. Il ne manifestait aucune émotion. Il était très précis, incroyablement précis, ce qui nous aidait beaucoup. Il mettait tout sur la table. Il n'exprimait aucune compassion pour les victimes à qui il avait fait ça. Il était glacial. Donald Harvey explique que tout a commencé dans le Kentucky, dans le premier hôpital où il a travaillé. Il n'a alors que 18 ans. Les premières semaines se passent sans encombre, puis tout bascule. Le soir du 30 mai 1970, il s'occupe d'un homme de 88 ans, victime d'un infarctus, Logan Evans. Le patient est très agité et devient agressif. L'infirmier perd alors tout contrôle. Il enfonce un sac en plastique dans la bouche de Logan Evans. Puis, il l'étouffe avec un oreiller. Le premier meurtre de Donald Harvey était sans doute le fruit d'une opportunité et d'une provocation. Il était très sensible à cela. Il avait été abusé toute sa vie et il a réagi non pas comme un individu soumis, mais comme quelqu'un qui se trouvait en position de force par rapport à autrui. Et il a réagi en exerçant cette domination. Après ce premier meurtre, l'infirmier nettoie le patient et se lave les mains avant de prévenir ses collègues. Personne ne posera jamais de questions sur la mort de Logan Evans.
La déposition de Harvey choque les procureurs. De toute évidence, raconter ce premier meurtre lui procure un immense plaisir. Beaucoup de meurtriers, après avoir tué une première fois, prennent conscience des conséquences de leur acte et ne recommencent jamais. Les tueurs en série se distinguent par le fait qu'ils prennent du plaisir à tuer la première fois. Et c'est ce plaisir qui les incite à continuer. C'était le cas de Donald Harvey. C'est un homme, si vous voulez, qui a découvert du jour au lendemain que tuer avait quelque chose de très jouissif. Donald Harvey vient de tuer en toute impunité. Et cette idée le réjouit. 3 semaines plus tard, il tue une femme avec une surdose d'oxygène. Rien ne peut plus arrêter cette envie irrépressible de tuer. Pendant les 10 mois qui suivent, il commet une série de meurtres sadiques. Il avait accès à du cyanure. C'est un poison tellement puissant qu'il agit très vite. Il utilisait un détergent extrêmement dangereux, entre autres choses. Il prenait tout ce qu'il avait sous la main. Je pense, compte tenu des circonstances, que c'était des crimes opportunistes. Tout ce qui était à sa disposition, il l'utilisait. Pour l'une de ses victimes, il emploie une méthode particulièrement violente. Une nuit, il se glisse dans la chambre d'un patient âgé. Il insère un cintre dans son cathéter. Et il perce la cavité abdominale. La lésion déclenche une infection généralisée et l'homme meurt quelques jours plus tard. Les procureurs sont sans voix. Ils sont confrontés à un meurtrier qui se sert de tous les moyens possibles. Mais Donald Harvey n'a pas encore tout dit. Il leur révèle comment une de ses expériences va donner un nouvel élan à ses pulsions meurtrières. Une petite amie l'initie à la magie noire. Donald Harvey est fasciné. À cette époque, il a découvert les sciences occultes, l'idée d'une puissance supérieure. Cette idée lui parlait sans doute beaucoup. On l'avait privé de son pouvoir quand il était jeune, et il avait ressenti, goûté au pouvoir absolu en prenant le contrôle des autres. Ce contrôle quasi divin sur la vie et la mort. Avec sa petite amie, Donald Harvey se lance dans des pratiques rituelles. Il se sert d'un crâne volé à la morgue de l'hôpital. Il appelle un guide spirituel nommé Duncan et le somme de l'aider à sélectionner ses prochaines victimes. Il considérait cet homme comme le détenteur du pouvoir absolu. Il pouvait le rendre responsable de tous les maux dont il était lui-même l'auteur, et il pouvait également s'imprégner de sa toute-puissance, qui lui donnerait le pouvoir sur les autres. C'était en fait son alter ego, son moi diabolique et malveillant, qui était avide de pouvoir, rêvait de toute puissance et voulait l'exercer. La folie meurtrière de Donald Harvey prend des proportions démesurées. Lorsqu'il remet sa démission à l'hôpital du Kentucky, il a déjà fait 15 victimes en 10 mois. Il prenait très clairement du plaisir à tuer. C'était presque comme une addiction. Non seulement il était naturellement attiré par l'idée d'abuser de son pouvoir, mais il devenait accro au processus. Donald Harvey est totalement incontrôlable. Mais la plongée dans l'horreur ne fait que commencer. Les 10 années suivantes, les meurtres s'accélèrent. Personne n'est en sécurité. Juillet 1987. Après avoir avoué ses meurtres, Donald Harvey poursuit son récit macabre devant les procureurs de Cincinnati. Jouant avec son public,
Il raconte comment il a commencé à cibler ceux qui l'entouraient. Il était fier, vantard. Il avait l'impression d'avoir du pouvoir. Il avait repris le contrôle de sa vie et il voulait continuer. Il élimine ses petites amies en les empoisonnant à l'arsenic. Mais son incursion dans le crime conjugal ne le détourne pas de ses premières amours. En 1985, il est engagé par un hôpital de Cincinnati. Donald Harvey a désormais des dizaines de victimes potentielles à portée de main. Il va continuer à tuer sans que personne ne le soupçonne. Les meurtres de 6 patients en 10 ans passent totalement inaperçus. Il a été en mesure de tuer des patients pendant une très longue période, car sa position lui permettait d'exercer du pouvoir sur des gens dont la mort ou la disparition n'inquiéterait personne. Lorsqu'un jour, l'alerte est donnée, les autorités n'interviennent pas. Les faits se déroulent 2 ans avant l'arrestation de Donald Harvey. Au cours d'un contrôle de routine, des agents de sécurité découvrent dans son sac des objets suspects. Un revolver de calibre 38, des seringues, une cuillère à cocaïne, ainsi que des livres sur la magie noire et un tueur en série. La police fédérale sanctionne Harvey pour port d'armes dans un hôpital. Il s'en sort avec une amende de $50 et une démission forcée. Bien que l'affaire soit inscrite dans ses antécédents professionnels, il est à nouveau engagé en février 1986 par l'hôpital Drake Memorial. Il y perfectionne son mode opératoire et tue à tour de bras. Tout ce qui était pratique pour lui, il s'en servait. La plupart du temps, c'était du cyanure. C'était plus définitif, plus sécurisé comme technique. Il s'était entraîné pendant des années et il était devenu un tueur professionnel. En 11 mois seulement, Donald Harvey assassine plus de 20 patients. En mai 1987, il est arrêté dans sa course folle. Son dernier meurtre sera celui de John Powell. Dans un service plein à craquer, il lui injecte une dose de cyanure. Mais il a commis une grossière erreur. Le corps de John Powell est envoyé à la morgue pour être autopsié. Le médecin légiste détecte le poison mortel et il met en marche la machine judiciaire qui va permettre de démasquer le tueur en série. Donald Harvey a tué pendant 18 ans. Et personne ne l'a arrêté toutes ces années. Y a-t-il une raison précise à cela? Non. C'était lié à un ensemble de circonstances. C'est même un miracle qu'il ait été arrêté un jour. Les aveux de l'accusé déstabilisent les procureurs. Ils ont du mal à croire qu'un infirmier soit capable de telles horreurs. Mais l'autopsie de certaines victimes va rapidement corroborer ces déclarations. Quand nous avons exhumé les corps, chaque fois qu'il nous avait indiqué l'utilisation d'un poison, nous l'avons trouvé. Alors, à ce moment-là, on a commencé à le croire. Dans l'Ohio, l'ampleur de ces crimes est passible de la peine de mort. Mais suite aux négociations avec son avocat, les procureurs ne peuvent réclamer qu'une condamnation à perpétuité.
21 août 1987. Au tribunal du comté de Hamilton, Donald Harvey plaide coupable de 29 chefs d'inculpation pour homicide volontaire. Il était tellement glacial. Je n'arrivais pas à le croire. Toutes les familles étaient dans la salle, elles pleuraient, et lui était fier de ce qu'il avait fait. Le juge condamne Donald Harvey à 3 peines consécutives. Il sera incarcéré jusqu'à ses 95 ans. Donald Harvey a commencé à tuer à l'âge de 18 ans. Il cachait sa perversité sous une docilité apparente. Pour l'opinion publique et les gens qu'il avait rencontrés, il paraissait tout à fait normal, car à l'exception de ses crimes, il était tout à fait normal. Mais une question demeure. Pourquoi est-il passé à l'acte? Ce besoin de tuer des patients dont il devait s'occuper pourrait être lié à un grave trouble psychologique. Donald Harvey adorait agir sous couvert de cet environnement médical, car il pouvait continuer à tuer sans se faire prendre. Quand un individu, souvent un médecin, soumet un autre individu à des procédures médicales simplement pour se donner du pouvoir et de l'importance, on parle de syndrome de Munchausen par procuration. Quelle que soit la cause psychologique, Donald Harvey a assassiné des dizaines de patients vulnérables dans l'une des pires affaires d'abus de confiance de l'histoire criminelle. Tout le monde veut mourir dignement, entouré de sa famille. Il leur a volé tout ça. C'étaient tous des gens très malades, mais il a quand même décidé, avec un sang-froid terrifiant, de leur ôter la vie, de les arracher à leur famille. Donald Harvey a été condamné pour 36 meurtres. Il en a reconnu 41 de plus. C'est l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire des États-Unis. Il affirme avoir agi par compassion, pour abréger les souffrances de ses patients. Pour ceux qui ont contribué à le déférer devant la justice, cette affirmation est une aberration. C'est absurde, totalement absurde. Cet homme a tué parce qu'il en avait envie, pas parce qu'il prenait les autres en pitié. Pendant les 3 ans qui suivent son inculpation, Pat Minarcin interviewe Donald Harvey à 2 reprises. Il lui demande notamment s'il aimerait se venger de ceux qui ont mis fin à sa folie meurtrière. La réponse de Donald Harvey glace le sang du journaliste. Vous vouliez me tuer? Non, non, j'avais un meilleur plan. Lequel? Comme les Indiens faisaient avec les colons. Ils les ligotaient dans le désert. Il a dit « Je rêve de vous emmener dans le désert, de vous attacher sur une fourmilière et de verser du miel partout sur vous, pour que les fourmis vous dévorent vivants. » Je le regardais dans les yeux à ce moment-là. Il avait le regard vide. Je savais qu'il était sincère. De temps à autre, l'espèce humaine produit un monstre. Je regardais dans les yeux celui qui voulait ma mort. Tout membre du personnel soignant doit prêter serment et jurer de s'occuper des malades. Nous leur confions notre vie. Parfois, ils trahissent cette promesse et descendent dans les abîmes de la perversion. Sans la ténacité d'un journaliste, les crimes de Donald Harvey n'auraient peut-être jamais éclaté au grand jour. Nous donnons une voix à ceux qui n'en ont pas. C'est notre mission. C'est ce que j'ai fait. J'ai parlé pour les infirmiers, pour leurs collègues, pour les victimes de Donald Harvey. Les morts et les laissés pour compte. Ce sont eux les héros, ceux qui ont eu le courage de le dénoncer. Donald Harvey a échappé au châtiment ultime.
Mais pour ceux qui l'ont côtoyé de près ou de loin, il est l'un des hommes les plus dangereux à avoir jamais travaillé dans un hôpital. Il aime tuer. C'est aussi simple que ça. C'est un besoin compulsif, il a besoin de tuer. Si Donald Harvey devait sortir un jour de prison, je suis certain qu'il tuerait à nouveau. On ne sait jamais ce qu'un gouverneur est susceptible de décider, mais j'espère qu'il restera toute sa vie derrière les barreaux.